Alors, ça c'est une... On s'est posé la question dans l'étude quantitative avec le Fonds de recherche du Québec. Alors, est-ce que le problème... Quel est le type de programme qui suivent? Et j'ai croisé ça avec le plus haut niveau de scolarité complété avant l'arrivée au Québec pour savoir si le programme qui suivait ici était d'un niveau supérieur, inférieur ou égal. Alors, vous pouvez voir, par exemple, que ici, c'est pour les femmes, disons celles qui ont complété un 3e cycle, donc doctorat. Il y en a 16% quand même qui se sont inscrites à un bac. C'est pas énorme, mais c'est quand même non négligeable. Il y a 72% de celles qui détenaient un doctorat qui se sont inscrites à un certificat, donc beaucoup moins qu'un doctorat. Et puis, bon, 0% se sont inscrits à un doctorat. Alors, si on regarde pour les hommes, vous voyez que quand même, il y en a beaucoup plus qui se sont inscrits à une maîtrise, beaucoup moins à un certificat. Donc, il y a vraiment des choix qui sont différents. Parmi ceux qui ont un premier cycle, bon, il y en a qui se sont inscrits à une maîtrise, d'autres à un certificat. Donc, ce qui ressort d'ici, c'est que quand même plusieurs vont faire des études qui sont inférieures au diplôme, au niveau de diplôme qu'ils avaient à l'origine. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Ou vous avez des questions? Ça va? Alors, le choix de l'orientation, donc, moi, j'appelle ça ceux qui avaient un diplôme, disons, de doctorat, maîtrise ou bac, et qui s'inscrivent à quelque chose qui est inférieur. J'appelle ça de la déqualification subie à la déqualification choisie. Parce qu'en fait, ce sont eux qui choisissent ce niveau, mais ça reste quand même une déqualification. Alors, maintenant, quelle discipline? Parce que, bon, on a vu les niveaux. Maintenant, est-ce qu'ils changent de discipline ou ils restent dans la même discipline qu'à l'origine? Ça aussi, c'est une question intéressante. Les ERP, c'est les étudiants résidents permanents, donc c'est l'étude du fonds de recherche. Alors, on voit qu'il y a des domaines qui sont abandonnés, à juste titre, agriculture et ressources naturelles, donc ça, c'est pas nécessairement des domaines très porteurs. Par contre, il y a des domaines qui ont un fort pouvoir de rétention, donc commerce, gestion, administration, ainsi de suite. Alors, on voit un peu, ça c'est le pourcentage qui n'a pas changé de domaine. Donc, vous voyez, en rouge, c'est vraiment ceux qui sont arrivés ici avec un domaine dans le commerce, dans la gestion ou dans l'administration publique et qui ont fait des études dans le même domaine. Donc, ils ont voulu améliorer leur connaissance dans leur domaine initial. Tandis qu'il y a d'autres qui sont vraiment où il y a un détournement important. Donc, vous voyez, par exemple, en mathématiques, informatique, les femmes, il y a seulement 28% des femmes qui restent dans leur domaine, alors qu'il y a 56% des hommes. Donc là aussi, il y a une différence homme-femme. Et c'est pour ça qu'il faut toujours distinguer hommes et femmes quand on fait ces études. Également, un autre domaine où il y en a beaucoup qui s'en vont, c'est sciences physiques, sciences de la vie et technologie. Art visuel également. Donc, vous voyez qu'il y a des domaines où il y a un changement d'orientation. Il y a des domaines où il n'y a pas de changement d'orientation. Voilà, par exemple, aussi quelques exemples. Ici, c'est des personnes qui ont obtenu un diplôme aussi toujours dans le même échantillon. Et ce qu'elles ont fait finalement ici, donc une en génie civil, la deuxième personne a fait un certificat d'anglais. Donc c'est un domaine différent et c'est d'un niveau inférieur. Tandis qu'une autre en génie civil également a fait une maîtrise en génie civil et puis elle est restée dans le même domaine, donc c'est un niveau supérieur. Alors qu'est-ce qui fait que vous devez vous demander pourquoi deux qui ont été diplômés en génie civil choisissent des orientations tellement différentes? En fait, ce qu'on constate également, c'est que les personnes qui
qui lorsqu'elles sont arrivées ici, ont pu mieux explorer le marché du travail, ont eu plus de, comme j'ai dit, plus de soutien, des mentors, ou elles avaient un réseau peut-être plus développé ici, ont fait des choix qui sont plus judicieux. Par contre, là, on ne sait pas si la personne qui a fait la maîtrise en génie civil a pu trouver un travail ou non. Okay? Mais elle a choisi ça. C'est peut-être que l'autre a trouvé un travail, bien qu'elle ait pris un diplôme inférieur. Comme cette étude a été faite dans le cadre d'une étude plus quantitative, je ne sais pas très bien qu'est-ce qui est arrivé après. Mais une des raisons aussi, c'est que il ne suffit pas de faire une maîtrise en génie, par exemple, pour avoir un bon emploi après. Parmi les personnes que j'ai interrogées, il y avait une ingénieure en métallurgie qui venait de Roumanie et qui était déqualifiée, qui essayait d'avoir un emploi décent, avec un revenu décent. Et elle trouvait ça difficile parce que le diplôme d'ingénieur en métallurgie de Roumanie n'était pas très apprécié ici. Et puis peut-être que même ingénieur en métallurgie, il n'y a pas beaucoup de débouchés au Québec. Alors, quand elle a été voir son agent d'emploi Québec, l'agent d'emploi Québec lui a dit « Je vous encourage à aller faire une maîtrise en génie à l'École polytechnique pour trouver un emploi. » Et elle savait très bien que c'était quelqu'un qui avait quand même un peu étudié le marché. Elle savait très bien qu'avec une maîtrise en génie métallurgique de Polytechnique, elle n'allait pas trouver d'emploi. Si déjà, avec un bac, elle ne trouvait pas d'emploi. Avec une maîtrise, c'était encore plus abstrait, plus théorique. Elle n'allait pas trouver d'emploi. Elle ne voulait pas faire ça. Parce qu'elle se serait endettée, puis elle aurait pas, en bout de ligne, elle aurait été appauvrie plutôt. Donc, elle a refusé. Et elle lui a dit, non, je veux aller faire un diplôme attestation d'études collégiales en comptabilité pour travailler dans une entreprise de métallurgie ou une autre entreprise. Et l'agent d'emploi Québec ne voulait pas du tout. Il a refusé. Et donc, elle a insisté. C'était quelqu'un de très déterminé et qui savait bien négocier. Donc, au bout de 3 visites ou quelque chose comme ça, il a fini par accepter. Et donc, elle a été faire son AEC en comptabilité et elle a trouvé un emploi justement dans une entreprise de métallurgie. Donc, c'était sa double spécialisation, si on peut dire, qui lui a ouvert. Mais si elle avait suivi les conseils de l'agent d'emploi Québec, bien, elle se serait retrouvée dans une impasse. Alors, là aussi, il faut faire attention. Maintenant, pourquoi l'agent d'emploi Québec lui conseillait de faire une maîtrise plutôt qu'un AEC en comptabilité? Parce que, oui. Le DEP en comptabilité, il est plus payé par Emploi Québec. Je suis conseiller d'orientation. Puis il finance l'AEC maintenant pour la comptabilité et gestion. Si on regarde la robotisation, on peut voir que dans le futur, commis comptable, c'est un métier qui va disparaître. Et je ne sais pas, je n'ai pas vu le rapport d'orientation, peut-être les aptitudes de la personne ou les intérêts ne correspondaient pas. Non, en fait, c'est que la maîtrise à l'École polytechnique, c'est elle qui aurait dû la financer. Ah. Tandis que l'AEC, c'est financé par le gouvernement. N'est-ce pas? Oui. Pardon? C'est un avenir d'une personne pour une cause financière. Non, ça c'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse qu'on dit, on ne sait pas. Oui, on se pose des questions. Souvent, l'Emploi Québec paye les AEC. C'est ça, elle a fait un AEC. Ils essaient de former les gens pour un retour à court terme sur le marché du travail. C'est ça. Non, mais c'était le cas pour elle. C'était AEC en comptabilité qu'elle a suivi, qu'elle voulait suivre et que l'Emploi Québec refusait au début. Finalement, ils ont accepté. Donc, tant mieux. Oui, tant mieux. Mais je pense que justement, ce genre de calcul financier qui mène... Parce que si elle avait vraiment fait la maîtrise en génie métallurgique, elle se serait retrouvée endettée par-dessus la tête et sans grande possibilité. Parce que les employeurs aussi, même si elle aurait pu travailler un peu dans la comptabilité ou dans quelque chose, les employeurs auraient dit « Vous êtes surqualifié, on ne veut pas vous embaucher avec une maîtrise pour faire un travail... Donc, alors, on a posé la question, quels sont les critères de choix pour la discipline que vous suivez? Et ça, c'était intéressant de voir que finalement, il y avait beaucoup de choses autres que... Il y avait aussi le fait de pouvoir travailler, mais ce n'était pas
ça ne ressortait pas comme étant... donc les gens pouvaient répondre à deux, trois ou quatre questions. Ce n'était pas exclusif. Alors il y a la réputation de l'université, il y a la réputation du programme. Puis vous voyez, débouchés professionnels, il y a 81% qui disent quand même que c'est à cause des débouchés professionnels. Mais ça va de pair avec la réputation du programme, l'emplacement géographique de l'université. En tout cas, vous voyez que c'est vraiment très, très dispersé comme raison. Et puis, il y a l'échec dans la recherche d'un emploi. Il faut dire aussi quelque chose qui est ressorti d'une des enquêtes, c'est que la maîtrise du français déterminait le choix du programme. En particulier, c'était très clair, une personne qui avait fait des études de vétérinaire, qui était vétérinaire dans son pays d'origine et qui voulait ici s'inscrire à l'école vétérinaire. Comme c'est contingenté, elle s'est dit, je ne connais pas assez bien le français, elle connaissait le français, mais pas assez bien pour avoir des notes qui vont me permettre de passer à travers le contingentement. Donc, c'était simplement le fait qu'elle ne maîtrisait pas suffisamment le français, qu'elle n'avait pas eu l'occasion de suivre des cours de français qui a déterminé son choix d'orientation. Alors oui, autre chose également, c'est le capital social. C'est très important, le capital social. Par le capital social, ce que je veux dire ici, c'est des informations qu'on a, par exemple, si on est né ici ou si on a commencé les études scolaires ici, on a déjà des amis, on a des parents, on a de la famille qui peuvent nous guider un petit peu sur le marché du travail, qui peuvent nous donner des informations. Tandis que lorsqu'on vient de l'extérieur, le seul milieu qu'on a, ce sont d'autres immigrants qui ne connaissent pas nécessairement bien le marché du travail ici, ce qui est prometteur, le type d'entreprise, etc. Et ça, c'est très important pour le choix d'orientation. C'est d'avoir des informations d'un réseau informel, pas juste des orienteurs, mais aussi dans la famille, les amis, qui peuvent nous donner un petit peu des informations. Et ça, les immigrants manquent de ce capital social. Donc voilà un peu d'autres raisons. Une qui voulait aller en pharmacie, mais elle n'avait pas la cote. Elle avait peur de ne pas. Puis après ça, elle voulait aller en nutrition, elle n'a pas réussi. Et puis après ça, elle a choisi la biochimie. Et on leur a demandé aussi dans quelle mesure les ressources suivantes vous ont aidé à faire un choix. Et ce qu'on voit, c'est que ce sont les informations rendues disponibles par l'université qui viennent en premier, vraiment. Puis tout le reste, c'est assez... par exemple, les organismes à vocation d'intégration des personnes immigrantes, qui est en bas, c'est seulement 23,6%. Le bureau des étudiants internationaux de l'université, c'est très faible également. Et on voit que les autres étudiants viennent quand même à la 6e ligne à 45%. Donc, la troisième étape, c'est le déroulement de la formation. Et ça, c'est une étape qui est encore moins étudiée que le choix d'orientation pour les immigrants, le déroulement de la formation. Et ça, c'est très important de voir comment ça se passe. Donc, ce sur quoi je veux surtout souligner, c'est l'importance du travail en équipe et pour la constitution de réseaux professionnels et également les résultats académiques qui sont conditionnés par une intégration réussie en classe. Si on n'a pas une bonne intégration en classe, ben, on ne réussit pas tellement bien sur le plan académique. Il ne faut pas généraliser, mais ça peut affecter plusieurs. Donc, pardon, excusez la coquille. Donc, ce qui ressort comme échec durant la formation, c'est qu'il y a à peu près 23,4% des étudiants qu'on a examinés qui ont échoué à au moins un cours. Mais ça varie selon le pays d'origine. Vous voyez que 44% pour les étudiants d'Haïti et 13% pour ceux d'Europe occidentale. Alors, moi, ce que je pense, puis je ne suis pas la seule, c'est que les institutions d'enseignement sont peu adaptées aux besoins d'étudiants qui viennent de pays dont les systèmes d'enseignement sont quand même différents. Ce n'est pas exactement pareil comme en Europe occidentale. Et les universités
quand je parle de systèmes différents, ça peut être juste les approches pédagogiques, par exemple, faire des travaux de recherche. Il y a dans certaines régions où les universités, les cours universitaires, on ne fait pas de travaux de recherche. On fait juste étudier les cours, etc. Donc, on arrive ici dans un système tout à fait différent du point de vue pédagogique, du point de vue... et ça demande une adaptation. Donc, il y a aussi l'abandon. Vous voyez, ce qui vient en tête, c'est les problèmes familiaux. C'est probablement la conciliation de l'ensemble des activités. Et voilà, quels sont les facteurs qui motivent les étudiants? Bon, c'est qu'ils se disent qu'ils n'ont pas droit à l'échec. À cause de la famille, ils veulent servir de modèle, de référence, etc. Donc, ça les motive. Mais il y a des freins également. Par exemple, comme j'ai dit, les approches pédagogiques différentes, le rythme des évaluations, les quiz. La formation est complètement différente. Ici, à l'apprentissage par problème, si on n'a pas cette approche, ça devient plus difficile. Le travail d'équipe. Vous voyez, une personne qui vient de Moldavie, la dernière, et qui dit qu'elle ne comprenait pas c'est quoi travailler en groupe. Donc, on s'organise comment, tout le monde a des idées, etc. Alors qu'ici, on le fait depuis l'école primaire et même secondaire, de travailler avec d'autres. Mais bon. Donc, vous voyez, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais qui peuvent handicaper la réussite. Et l'exclusion aussi. Alors, là, c'est l'exclusion dans les travaux en équipe, justement. Vous voyez qu'une qui dit... vous voyez dans le deuxième paragraphe, elle est allée vers des collègues et elle a demandé s'ils ont trouvé quelqu'un, puis ils ont dit bon, oui, je suis dans un groupe, puis à la fin, elle s'est dit que bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle a parlé à une amie algérienne, puis l'autre lui a dit qu'elle avait vécu la même chose. Personne ne veut d'elle dans l'équipe. Et donc, voilà, elle dit maintenant, j'ai des amis dans l'école, mais dans l'école, je veux dire l'université, mais c'est tous des immigrants et je n'ai pas un ami du Québec. Alors, c'est quelque chose que j'ai constaté dans mes cours parce que je donne aussi des cours sur la diversité. Donc, les cours sur la diversité, on est supposé être ouvert à la diversité puis apprendre la diversité et je fais faire des travaux en équipe. Alors, ce que j'ai constaté pendant plusieurs années, c'était que les équipes étaient extrêmement homogènes. Il y avait des équipes de filles, des équipes de garçons du lac Saint-Jean, des équipes de garçons d'Afrique subsaharienne et ainsi de suite. C'était vraiment des groupes par région du monde et par région du Québec même. Alors, à un moment donné, j'ai décidé que moi, je formerais moi-même les équipes et que je ferais des équipes diversifiées, puisqu'en fait, ils sont dans un cours sur la diversité. Il faudrait au moins qu'ils commencent à pratiquer. Alors, et donc, j'ai fait ça, et je dois dire que la première année où j'ai fait ça, quand j'ai annoncé ça à la classe, la moitié de la classe a abandonné le cours. En tout cas, beaucoup ont abandonné le cours. Oui, parce que, en fait, c'est un cours de dernière année de bac et ils sont habitués à travailler avec leurs propres amis, leurs équipes et tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils arrivent en dernière année. Ils veulent rester ensemble. Et là, je les obligeais à changer. L'année d'après, étant donné que le mot s'était dit et que tout le monde savait que les équipes seraient formées par moi, ils sont tous restés, en fait, sauf un couple qui voulait être ensemble. Mais bon, ça c'était, je ne sais pas pourquoi ils ont quitté, peut-être pour d'autres raisons. Mais ils sont tous restés. Et puis, à la fin de l'année, quand je leur ai demandé leur évaluation, ils ont dit que c'est vrai, au début, ils ont trouvé ça difficile parce que c'était des personnes avec lesquelles ils n'étaient pas habitués à travailler. Mais à la fin de la session, ils étaient très contents, finalement, d'avoir surmonté ce facteur. Donc, si on n'oblige pas les personnes à se mêler, bien, elles vont rester toujours entre elles. Donc, mais je pense que je suis peut-être la seule à faire ce genre d'intervention. Voilà, donc j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens, comme vous voyez ici. Donc, ils ont dit, ils sont vraiment découragés. Parce qu'on leur a fait croire que oui, on avait besoin de coéquipiers, mais après ça, ils ont changé d'avis.
Et ça arrive aussi à d'autres. Et donc, que dans l'étude quantitative, on voit également que quand on leur demande leurs opinions, avec qui c'est facile de se lier, ainsi de suite, vous voyez que les étudiants d'origine immigrée, la troisième ligne, fréquentent en général des réseaux sociaux distincts. Donc, ceux qui sont immigrants et ceux qui ne sont pas immigrants ont des réseaux sociaux distincts dans l'université. Et ce qui ressort quand même, c'est que selon la région, par exemple, pour ceux qui viennent d'Europe occidentale, ils se sentent très à l'aise dans l'université et puis ils ne mettent pas le fait qu'il y a des réseaux distincts, tandis que ceux qui viennent d'autres régions. Donc on voit encore une fois que selon minorité visible, pas minorité visible, il y a des regroupements qui se font automatiquement. Alors voilà, il y a d'autres exclusions à raison de l'accent. Ça revient souvent. C'est pour ça, le supposé accent qui fait qu'on ne les comprend pas. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est juste par manque d'effort ou c'est juste simplement par préjugé que dès que quelqu'un a un accent, on le rejette? Et un facteur aussi très important, c'est les stages. Et ça, j'ai pu constater comment, et je ne veux pas critiquer du tout les écoles professionnelles, par exemple, à l'Université de Montréal, l'École de relations industrielles, mais pendant longtemps, les étudiants étrangers, ou les immigrants, ou surtout ceux qui étaient minorités visibles, avaient vraiment été les derniers à avoir un stage. Et parfois, c'était difficile, ils ne réussissaient même pas à avoir un stage. Parce que les stages, en fait, ce sont les employeurs qui viennent les embaucher et qui voient leur CV et tout ça. Et dès qu'ils voient un CV qui est plus étranger de certains pays, ils le refusent. Or, si on n'a pas de stage, qui est un stage vraiment... Les étudiants valorisent beaucoup les stages parce que pour eux, c'est une façon de mettre le pied dans une entreprise et d'avoir une expérience professionnelle. Donc, s'ils n'arrivent pas à avoir ce stage, ça handicape encore plus l'avenir de leur avenir professionnel. Et ça, j'ai vraiment constaté ça, des stages de deuxième ordre. Et puis, la quatrième étape qui est l'obtention d'un emploi, puisque, en fait, ce qu'ils veulent quand ils sont réorientés ou requalifiés, c'est avoir un emploi qualifié. Est-ce que ça arrive ou ça n'arrive pas? Alors, selon les auteurs que j'ai consultés, les résultats sont très contrastés. Parfois, ils arrivent à avoir un emploi correspondant à leur nouveau diplôme, et parfois, non. Il faut voir aussi ici, et je trouvais que c'était intéressant, je ne sais pas si vous avez certainement entendu parler de l'étude qui a été faite par Paul Ide de l'UQAM ou à la Commission des droits de la personne, où ils ont envoyé des CV fictifs, des paires de CV fictifs à des employeurs. Je ne sais pas, vous avez entendu parler de... C'est ça. Et donc, les diplômes étaient identiques, c'était juste les noms qui étaient différents. Mais tout le monde avait des diplômes du Québec et puis les personnes n'étaient pas indiquées comme immigrantes ou pas immigrantes. Ils avaient un même profil exactement. Et juste à cause du nom étranger, malgré le fait qu'ils avaient le même diplôme du Québec, ils n'étaient pas convoqués à une entrevue en beaucoup plus fort pourcentage que ceux qui avaient un nom québécois, francophone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que même avec un diplôme du Québec, vous risquez d'être exclu simplement parce que vous êtes étranger. Alors, on peut faire un genre d'extrapolation à partir de ces résultats avec les résultats qui sont est-ce qu'on obtient un bon emploi simplement parce que maintenant on a un diplôme du Québec? C'est pas nécessairement le cas. Et même, par exemple, si on prend l'école polytechnique a mis sur le pied avec l'Ordre des ingénieurs un certificat qui s'appelle certificat de perfectionnement pour les ingénieurs diplômés à l'étranger. Est-ce que vous connaissez? Oui. Oui? Bon, alors, ce qu'on m'a dit, alors c'est plus au niveau de l'anecdote, si on peut dire, qu'une étude approfondie, mais ça me paraît un peu plausible quand même, c'est que les employeurs sont... D'abord, j'ai déjà interrogé des personnes qui ont eu beaucoup de difficultés à avoir un stage d'ingénieur junior, parce qu'il faut faire un stage dans une entreprise pour avoir après ça le droit d'être ingénieur à part entière. Et pourquoi ils ont de la difficulté, pourquoi les employeurs sont réticents? Parce qu'ils voient certificat de perfectionnement pour
ingénieur diplômé de l'étranger, et ça stigmatise tout de suite la personne. Donc, même si elle a été acceptée par l'Ordre des ingénieurs, etc., juste à cause des préjugés à l'égard des immigrants, et voilà, la personne ne va pas être, on ne va pas lui offrir facilement un stage. Je ne sais pas si vous avez... Donc là aussi, ça remet en question le fait d'aller étudier simplement pour avoir une bonne situation. Ça ne remet pas complètement en question, mais ça souligne le fait qu'il faut qu'il y ait d'autres interventions. Alors, ça, c'est des anticipations. Et ça, c'est vraiment, ça m'a frappé. Je trouvais ça assez triste comme témoignage. La personne qui a été interrogée, qui a fait des études, et qui a dit que pourquoi elle étudiait, et là, j'ai mis en gras, parce que c'est le seul lieu où il n'y a pas de discrimination, enfin, d'après elle. Et donc, elle ne veut pas se lancer sur le marché du travail parce qu'elle a eu tellement de difficultés déjà qu'elle préfère continuer à étudier. C'est comme une protection par rapport à la discrimination encore plus forte sur le marché du travail. Je trouvais ça vraiment triste que quelqu'un puisse en arriver là, finalement. C'est comme un échappatoire. Puis, il y a aussi le blocage de la langue qui revient. Quand on a beau avoir le diplôme, ben, il y a... alors... Donc, Irina qui raconte que, malgré ses qualifications, elle a été renvoyée à l'arrière-boutique à cause de son accent. Donc, l'accent revient souvent sur le marché du travail comme facteur d'exclusion, mais pas nécessairement comme facteur réel, je dirais. C'est plus comme un indicateur que la personne est étrangère et qu'on ne veut pas quelqu'un d'étranger. Parce que j'avais une étudiante qui travaillait dans une agence de placement et elle envoyait des candidats quand une des entreprises clientes voulait combler un poste. Et donc, à un moment donné, elle en a envoyé plusieurs et puis aucun n'a été retenu. Et elle a demandé à l'employeur pourquoi est-ce que ces personnes... Parce qu'évidemment, il faut qu'elle vérifie l'évaluation qu'on en fait pour les diriger après vers d'autres employeurs ou simplement les éliminer. Et alors, l'employeur lui a dit c'est parce qu'elles ont un accent. Il y avait 2 ou 3 là. Il dit parce qu'elles ont un accent. Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce qu'elles avaient un accent? Elle a dit non, elles n'avaient pas d'accent. Et donc, c'est comme un prétexte qu'il ne veut pas d'immigrants. Il dit elles ont un accent et de toute façon, mais elles n'avaient pas d'accent. Donc, vous voyez à quel point cette question de l'accent est très, très importante. Je peux aussi mentionner un étudiant qui était mon auxiliaire de recherche. Et dans une des études de terrain qu'on faisait, il fallait appeler les employeurs pour avoir le nom de la personne qui est en charge des ressources humaines. Donc, j'avais 3 étudiants qui faisaient ça, mais lui, c'était un étudiant qui venait du Bénin. Et donc, quand il appelait, les téléphonistes décelaient chez lui un léger accent étranger. Et ce qu'elle lui répondait, c'était « il n'y a pas d'emploi pour vous ». Mais lui, il n'appelait pas pour avoir un emploi, il appelait pour savoir à qui moi j'allais écrire pour demander de participer à l'enquête. Il dit « il n'y a pas d'emploi pour vous ». Donc, vous voyez un petit peu comment c'est beaucoup plus grave l'accent que ce qu'on pense. Bon, voilà, c'est la même chose. Même l'employeur lui a dit, enfin pas l'employeur, mais elle était avec service à la clientèle, il lui a dit retourne chez toi. Alors, bon. Donc ça ici, on voit que l'expérience travail après les études, là j'ai mis juste quelques-uns. Enfin, donc vous voyez que il y en a qui n'ont eu aucune déqualification après leurs études au Québec. Donc ça, c'est encourageant. D'autres, une déqualification moyenne, donc quand même, c'était limité. Et puis d'autres également, aucune, mais quand même, doctorat en chirurgie dentaire, c'était une forte déqualification. Là, elle est devenue hygiéniste dentaire. Est-ce qu'on peut dire qu'elle n'a aucune déqualification par rapport au DEC en hygiène dentaire, mais vous pensez que par rapport à son travail initial,
on va dire que le revenu même est assez différent, sans compter l'intérêt du travail. Donc, en conclusion, voilà, c'est qu'à chaque étape, il y a des facteurs qui interviennent. Et on peut dire que la discrimination systémique qui a mené à la déqualification se retrouve également, soit sous forme de discrimination directe, comme, bon, ben, retourne dans ton pays, tout ça, c'est une agression, là, c'est vraiment de discrimination directe, soit sous des prétextes que l'accent ou le diplôme peut-être n'est pas assez en demande. Donc, à mon avis, ça améliore relativement la situation de plusieurs immigrants quand même. Donc, il y a quand même du positif qu'il ne faut pas ignorer. Mais ça amène aussi à repenser tout le processus de requalification auquel on accorde en général très peu d'importance. Donc, il faut tenir compte du rôle des acteurs à chacune des étapes. À l'étape du choix de la décision de comment, par exemple, des bourses d'études, ça pourrait aider au lieu que les personnes s'endettent et, disons, font des prêts avec des prêts. Les employeurs aussi pourraient offrir de la formation à leurs employés qui auraient besoin de parfaire leur connaissance dans un domaine. Or, ils ne font pas nécessairement. Les institutions d'enseignement, comme j'ai dit, qui pourraient également intervenir aux différentes étapes dans le choix d'orientation, dans le soutien du déroulement de la formation. Les ONG, comme j'ai dit aussi, à différents niveaux, notamment dans le choix d'orientation. Et les individus eux-mêmes, parce que ce qui est ressorti des entrevues, c'est que les individus finissent par internaliser ce qu'ils voient. Et donc, ils n'osent plus eux-mêmes aller prendre des risques. Parce qu'ils se disent, de toute façon, on va être exclu, de toute façon, on ne va pas être valorisé, ainsi de suite. Et c'est très humain, c'est très compréhensible qu'à un moment donné, on ne veut pas être blessé par l'attitude des autres, donc on se retire. Et la constitution de réseaux sociaux aussi est importante. Donc, il faut par exemple des formations passerelles, et ça, il y en a très peu de formations passerelles qui permettent. Formation partielle, c'est l'OCDE qui a utilisé cette expression qui permet de passer du diplôme étranger qu'on a au diplôme québécois équivalent. D'accord? On n'a pas besoin de tout recommencer quand on veut faire, par exemple, la médecine. Or, il n'y a pas vraiment de formation, beaucoup de formations passerelles. Il y en a en pharmacie, mais aussi c'est assez contingenté. Et puis, voilà, les conditions essentielles, c'est la volonté politique qui manque. Le financement, on promet du financement du ministère de l'Éducation, etc. Mais finalement, pour faire toutes ces formations passerelles, il n'y a pas suffisamment de financement. La cohérence aussi des décisions, comme j'ai dit, vous voyez le taux de déqualification de diplômés universitaires. Pourquoi aller chercher des personnes de l'étranger, les faire venir ici avec des programmes spéciaux, alors qu'avec une petite formation peut-être supplémentaire, une formation d'appoint, tous ces immigrants qui sont ici, qui sont instruits et qui sont déqualifiés, pourraient combler ces postes. Sauf qu'on ne veut pas faire l'effort, on veut juste aller faire venir les personnes et s'enorgueillir. J'entendais parler des entreprises hier à la radio qui vont chercher des personnes des Philippines et puis d'un autre pays, je ne me rappelle plus. Pardon? La Chine aussi. Oui. Donc, ils leur payent le voyage, qu'ils leur payent le logement, etc. et qui s'enorgueillissent d'être ouverts à la diversité. Mais pourquoi ne pas utiliser les personnes qui sont déjà ici et qui connaissent un taux de pauvreté élevé? Alors, je trouve que l'État vraiment est très peu cohérent dans ses politiques. Et puis la coordination. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans ça. Alors, il n'y a aucune coordination entre ces différents acteurs. Ce qui fait que chacun prend des décisions un petit peu indépendamment de l'autre. Mais finalement, ça rend le processus assez peu efficace. Alors voilà, merci. Merci.